Monsieur, Oui. Donc, c'est vrai, دقيقة رجع فك. D'accord, monsieur, mais on est déjà live sur Facebook. Alors, à la barakatillah, nous commençons. Donc, vous pouvez aussi commencer l'enregistrement. Bismillah, à la barakatillah, nous commençons ce quatrième et dernier chapitre, un chapitre très important et un chapitre qui va compter énormément dans votre évaluation finale, mais aussi un chapitre qui peut constituer l'aboutissement de tout ce que nous avons vu depuis le début du programme jusqu'aujourd'hui. Bon, évidemment, le chapitre 4 s'intitule Les techniques de couverture du risque de change. Et rapidement, je présenterai ce chapitre à travers l'exemple suivant. Alors, l'exemple, c'est l'exemple que vous avez devant vous. Supposons la chose suivante, supposons que vous êtes responsable d'une entreprise exportatrice et que le chiffre d'affaires ou la valeur de votre exportation s'élève à 100 000 euros. Nous avons dit auparavant, nos exportations comme nos importations sont labellées en devises. Nous exportons en devises et nous importons en devises. Dans notre exemple, il s'agit d'une entreprise exportatrice. Il livre une marchandise pour une valeur de 100 000 euros. Derrière cette transaction commerciale, l'entreprise cherche à réaliser une marge bénéficiaire. Pour avoir une idée sur la marge bénéficiaire à réaliser, il aura besoin d'un cours de change. Et ce cours de change, qu'on appelle le cours de change économique, dans ce cas-là, il est estimé à 1 euro est égal à 12 dirhams. Si c'est le cas, le chiffre d'affaires en dirhams sera de l'ordre de combien? Sera de l'ordre de 100 000 euros multiplié par 12, ce qui nous donne 1 200 000 dirhams. Si le prix de revient est de l'ordre de 1 million de dirhams, alors dans ce cas-là, la marge bénéficiaire escomptée ou la marge bénéficiaire qu'on désire à réaliser est de l'ordre de 200 000 dirhams. Je répète, le montant de la facture est de l'ordre de 100 000 euros. L'entreprise a besoin de fixer un niveau de marge bénéficiaire qui sera associé à cette opération. Pour ce faire, il fixe un cours de change qu'on appelle un cours économique de 1 euro est égal à 12 dirhams. C'est-à-dire, il considère que le cours en principe auquel il fera la conversion peut être de 1 euro est égal à 12 dirhams. Le chiffre d'affaires en dirhams sera du montant de la facture en euros multiplié par 12, ce qui nous donne 1 200 000 dirhams. Si notre entreprise fixe son prix de revient à un niveau de 1 million de dirhams, alors dans ce cas-là, derrière cette transaction, l'entreprise réaliserait une marge bénéficiaire de l'ordre de 200 000 dirhams. Sauf que lorsqu'il s'agit des transactions à l'international, et même des transactions nationales, il y a toujours un délai entre la date de livraison de la marchandise et la date d'encaissement. Supposons la chose suivante, supposons que la date de livraison est le 15/9, alors que la date de l'encaissement est le 15/12. Alors là, vous allez me dire, pourquoi ce délai? Alors là, je peux le justifier par deux éléments importants. Le premier élément important, c'est que dans la réalité, la majorité des transactions se font à crédit, c'est-à-dire l'entreprise exportatrice ou l'entreprise
je dirais, fournisseur, il accorde un crédit à son client. Dans la réalité, la majorité des transactions se font à crédit. Bien sûr, en comptabilité, vous avez cette notion de délai client et de délai fournisseur, ce qui indique l'existence toujours d'un délai entre la date de livraison et la date de règlement ou la date d'encaissement. Ça, c'est la première raison qu'on peut avancer. La deuxième raison qu'on peut avancer, sur le plan international, le mode de règlement le plus utilisé est le crédit documentaire. Je vous donne une idée sur cette notion de crédit documentaire. Lorsque je suis exportateur et je livre la marchandise, le risque principal, c'est de ne pas recevoir l'encaissement ou de ne pas être remboursé. Lorsque je suis importateur et je débourse la somme ou je décaisse la somme, je ne sais pas est-ce que je recevrai la marchandise ou non. Et si je reçois cette marchandise, est-ce qu'il respecte les conditions du contrat commercial, aussi bien en termes de quantité qu'en termes de qualité. Donc là, nous avons un double risque pour l'exportateur. Nous avons un risque de réception des fonds et pour l'importateur, nous avons un risque de réception de la marchandise selon les conditions précisées dans le contrat commercial. Pour faire face à ce risque, aussi bien pour l'exportateur que pour l'importateur, à l'international, on utilise le mode de règlement le plus sécurisé qui est, qui est bien sûr le crédit documentaire. Et le crédit documentaire, son principe général, c'est qu'il ne peut y avoir encaissement que s'il y a document, c'est-à-dire versement contre document. Et ce crédit documentaire exige la plupart du temps des délais pour que le règlement soit effectué. Autrement, en ce qui me concerne, il y a toujours un décalage entre et un délai entre la date, je dirais, de livraison et la date d'encaissement. Prenons par exemple aujourd'hui comme date de livraison. Mettons ici 04, si je ne me trompe pas. On est bien le 4, c'est ça? On est le 4 février. Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. oui, monsieur. La Monsieur. marchandise est livrée aujourd'hui. J'aimerais bien vous écouter. La marchandise, elle est livrée aujourd'hui. Quel est le montant de la facture? Vous avez tous les éléments devant vous. Quel est le montant de la facture? 100 000 euros. 100 000 euros. Euros. Nous avons dit, le dirham est une monnaie purement nationale. Donc, la 100 000 facture euros. est délibellée en euros. Ensuite, nous avons un cours économique de 1 euro est égal à 12 dirhams. Donc, quel sera l'équivalent du montant de la facture en monnaie nationale? 1200. 1 200 000. Un 1 200 000. 200 000. Ensuite, nous avons supposé un prix de revient de l'ordre de 1 million de dirhams. Donc, quelle sera la marge bénéficiaire escomptée par l'entreprise? 200 000. 200 000 dirhams. Très bien. Mais l'encaissement, quand est-ce qu'il aura lieu? Mettons que l'encaissement aura lieu le 4 mai de l'année 2021. Donc, la marchandise, quand est-ce qu'elle a été livrée? Le 4 Le 4 février. Le 4-2. Mais l'encaissement, quand est-ce qu'il aura lieu? Le 4-5. Le 4,5. Très bien. Alors là, le 4,5, quel est le montant qu'on recevra? Est-ce qu'on va recevoir 1 million d'euros ou bien on va recevoir 1 million 200 000 dirhams? 1 million d'euros. 1 million d'euros. Alors là, ma question est la suivante. Est-ce qu'on recevra 100 000 euros ou bien on recevra 1 million 200 000 dirhams? 1 200 000 dirhams. Dirhams. Alors là, la facture, est-ce qu'elle est libellée en euros
ou est-ce qu'il est libellé en dirhams? Libellé en euros. En euros, en euros. En Ah, euros. le montant qu'on recevra, il sera en euros. Donc, le montant qu'on recevra, il sera de l'ordre de combien? De l'ordre de 100 000 euros. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que les cours fluctuent dans le temps. Donc là, les cours, nous avons dit, ils fluctuent dans le temps. Et partant de là, si par exemple, à l'échéance, nous aurons 1 euro est égal à 13 dirhams, ce qu'on appelle le settlement price, si à l'échéance, 1 euro est égal à 13 dirhams, quelle sera notre marge bénéficiaire? En euros ou bien en dirhams? Alors là, bien 300 sûr, 300 000 dirhams. la marge 300 000. bénéficiaire, c'est en dirhams. Donc, il sera de l'ordre de combien? 300 000. 300 000 300 dirhams. 000. Comment on a fait pour trouver 300 000? Donc là, nous aurons 100 000 multiplié par 13. Ça nous donne 1 300 000 moins 1 million. Ça nous donne 300 000 dirhams. Très bien. Dans ce cas-là, est-ce qu'il s'agit d'une évolution favorable ou d'une évolution favorable des cours? Est-ce que c'est une évolution favorable ou défavorable pour l'entreprise, pour notre entreprise exportatrice? C'est favorable. Favorable pour Favorable. l'entreprise exportatrice. Très bien. Il est favorable. Et la marge bénéficiaire est de 300 000 dirhams. Maintenant, si le cours à l'échéance, le settlement price est de l'ordre de 12, c'est-à-dire 1 euro est égal à 12 dirhams. Quelle sera notre marge bénéficiaire dans ce cas-là? 200 000 200 000. 200 000. dirhams. C'est-à-dire l'entreprise réaliserait la marge bénéficiaire escomptée. Maintenant, si 1 euro est égal à 11 dirhams à l'échéance, quelle sera la marge bénéficiaire? 100 000, monsieur. 100 000 dirhams. Donc, il sera de l'ordre de 100 000 dirhams. Ici, par hasard, le cours à l'échéance est de 10 dirhams. Quelle sera la marge bénéficiaire dans ce cas-là? 0. 0. 0 dirhams. Mais il se peut même que le cours soit de 1 euro est égal à 8 dirhams. Alors, dans ce cas-là, quelle sera la marge? C'est moins de 200 000. Moins de 100 000. Moins de de 100 000 dirhams. Donc, qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que la marge bénéficiaire que réaliserait l'entreprise dépendra ou dépendrait de quoi? Il dépendra de l'évolution du cours de change. Alors là, l'entreprise il peut être soit perdante, soit gagnante. Si le cours est de 300 000 dirhams, notre entreprise elle est gagnante ou elle est perdante? Gagnant. Elle est gagnante. Si le cours est de 12 dirhams, l'entreprise elle est gagnante ou elle est perdante? Donc, en principe ici, l'entreprise elle n'est ni gagnante ni perdante. Pourquoi? Parce qu'il réalisera juste la marge bénéficiaire escomptée. Et dans ce cas-là, le cours de change pour l'entreprise, il n'est ni favorable ni défavorable. Il doit lui permettre de réaliser la marge bénéficiaire escomptée qui est de 200 000 dirhams. Mais si le cours est de 11 dirhams, est-ce que l'entreprise réalisera dans ce cas-là la marge bénéficiaire escomptée? Non. La réponse est non. Donc l'entreprise dans ce cas-là, il sera perdante. Pourquoi? Parce qu'il a escompté réaliser une marge bénéficiaire de 200 000 dirhams, mais réellement, la marge bénéficiaire qui serait réalisée si le cours est de 11 dirhams n'est que de 100 000 dirhams. Si maintenant le cours est de 10 dirhams, qu'est-ce que vous allez constater? L'entreprise, il perd l'intégralité de la marge bénéficiaire escomptée. Et la situation deviendra encore plus difficile si le cours n'est que de 8 dirhams. Si le settlement price ou le cours à l'échéance est de 8 dirhams, alors qu'est-ce qu'on constate? L'entreprise perd doublement. Il perd l'intégralité de la marge bénéficiaire escomptée, c'est-à-dire les 200 000 dirhams, mais en même temps, qu'est-ce qu'il doit perdre? Il doit perdre une part de son capital. Partant de là,
Je peux dire que, donc, partant de tout ce que je viens d'avancer, je peux dire que l'entreprise exportatrice, bien sûr, comme l'entreprise importatrice, comme toutes les entreprises qui ont des opérations à l'international, cette entreprise, elle est soumise aux fluctuations du cours de change. Il en résulte un risque qu'on appelle le risque de change. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le risque de change? C'est une perte éventuelle suite aux fluctuations du cours de change. Donc, vous le voyez ici, suite aux fluctuations du cours de change, je perds une part de la marge bénéficiaire escomptée. Ici, c'est le cours I2 du dirham. Suite aux fluctuations du cours de change, je perds l'intégralité de la marge bénéficiaire. Et ici, pour le dernier cas, suite aux fluctuations du cours de change, je perds l'intégralité de la marge bénéficiaire et je perds même une part de mon capital. Donc, le risque de change peut être défini par une perte éventuelle expliquée par les fortes fluctuations ou bien par les fluctuations du cours de change. L'objectif de ce chapitre, c'est de vous proposer quelques instruments permettant de se couvrir contre le risque de change. Il s'agit essentiellement de trois principaux instruments de couverture contre le risque de change. En premier lieu, les swaps de devises et les swaps de change. En deuxième lieu, les contrats à terme. Et en troisième lieu, les options. Et partant de là, nous aurons certaines applications et certains exercices que vous êtes amenés à comprendre et à assimiler. Très bien. Nous passons maintenant à notre première diapositive. Et dans cette diapositive, sans être trop lent, je répondrai à la question suivante. Comment peut-on expliquer ou comment peut-on argumenter la nécessité de la couverture contre le risque de change? Comment peut-on expliquer l'importance accordée au management du risque de change? Alors, j'avancerai deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, il est donné au niveau de la diapositive par le premier concept, à savoir l'internationalisation des activités des entreprises. Aujourd'hui, la majorité des entreprises sont internationalisées. Soit ils exportent, soit ils importent, soit ils exportent et ils importent, soit ils empruntent sur les marchés internationaux, soit ils placent sur les marchés internationaux, soit ils investissent à l'international. Et toutes ces opérations exigent une conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale ou de la monnaie internationale en monnaie nationale. Et cette conversion entraîne, comme nous l'avons vu dans la diapositive précédente, entraîne l'existence d'un risque de change. Donc, le risque de change, il s'explique en premier lieu par l'internationalisation des entreprises et par la conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale ou de la monnaie internationale en monnaie nationale. La deuxième raison principale qui explique la nécessité de la couverture contre le risque de change réside dans les fortes fluctuations des cours de change. Et pour cette deuxième raison, je vous signale que depuis le début des années 70, nous avons de fortes fluctuations du cours de change. Pour plus de précision, avant 1971, dans le cadre de ce qu'on appelle les accords de Bretton Woods, les économies optaient pour un régime de change
fixe. Et on l'avait dit auparavant, parmi les avantages du régime de change fixe, c'est un risque de change qui est limité et un encouragement du commerce international et de l'investissement international. Sauf que ce régime ou ces régimes de change dans le cadre de Bretton Woods, régime de change fixe, seront abandonnés par la majorité des pays ou la majorité des économies à partir des années 70. Et nous avons un accord qui a été signé en 1976 qu'on appelle un accord de la Jamaïque. Et cet accord de la Jamaïque, il donne au pays la possibilité de choisir un régime de change adapté à la réalisation des objectifs de leur politique économique. Et la majorité des économies, surtout les économies occidentales, ont choisi des régimes de change flexibles. Et comme on l'avait précisé auparavant, dans le cadre d'un régime de change flexible, les cours sont déterminés par le marché, c'est-à-dire par l'offre et la demande, et on s'attend dans ce cas-là à de fortes fluctuations des cours. Je récapitule en disant la chose suivante. Deux éléments principaux peuvent expliquer la nécessité et l'importance du management du risque de change. Premièrement, l'internationalisation des entreprises et deuxièmement, les fortes fluctuations des cours de change, surtout à partir des années 70 et l'abandon des accords de Bretton Woods et l'adoption des régimes de change flottants ou flexibles suite aux accords de la Jamaïque. Alors là, une fois nous avons précisé les motifs et les raisons poussant à se couvrir contre le risque de change, j'aimerais préciser la chose suivante. Il est impossible de parler de risque de change que si nous avons une conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale ou de la monnaie internationale en monnaie nationale. S'il n'y a pas de conversion, alors là, il n'y a aucun risque de change. Le risque de change, quand est-ce qu'il existe? Il existe lorsqu'on est amené à vendre ou à acheter des devises à l'échéance. Je répète, le risque de change existe lorsque l'entreprise est amenée à vendre ou à acheter des devises à l'échéance. Partant de là, le besoin de couverture n'existe que si l'entreprise a une position de change ouverte. J'avance bien sûr un concept pour la première fois, c'est le concept de la position de change que vous trouverez dans le document et que je vais essayer de vous expliquer et de vous expliciter à travers un certain nombre d'exemples. Pour ce faire, prenons l'exemple suivant. Vous avez le partage d'écran, c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, prenez en même temps avec moi l'ensemble des éléments qui seront discutés. Alors là, supposons la chose suivante. Donc, j'aurai besoin d'un axe chronologique un peu plus long.
Alors là, nous avons dit, on est la date du 4 février. On est le 4 février. Nous avons dit, quand est-ce qu'on peut parler de l'existence d'un risque de change? Si on sera amené à acheter ou à vendre des devises dans des échéances futures. Je répète, on parle de possibilité de risque de change ou de perte éventuelle suite aux fluctuations du cours de change si on est amené à vendre ou à acheter des devises à l'échéance. Supposons maintenant la chose suivante. Supposons que le 4 mars, vous aurez en cette date-là un encaissement de 100 000 $. Encaissement de 100 000 $. Et pour la même date, vous avez un décaissement. Vous avez un décaissement de 100 000 USD. Lorsque je dis un encaissement de 100 000 USD, en principe, vous serez amené, s'il n'y avait pas de décaissement, à les convertir en monnaie nationale. Si on avait uniquement un décaissement de 100 000 USD, vous serez amené à convertir la monnaie nationale en monnaie internationale. Mais dans notre cas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un encaissement et un décaissement en même temps. Je vais encaisser 100 000 USD et je vais décaisser 100 000 USD. Dans ce cas-là, ma position de change sera égale à 0. Égal à 0. Égale à 0. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la position de change? C'est un document qui recense l'intégralité des encaissements et des décaissements, devise par devise et jour par jour, pour ne retenir que le solde. Bien sûr, la définition, vous l'avez au niveau du support, du cours, mais je reviens pour vous la redonner. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la position de change? C'est un document qui recense l'intégralité des encaissements et des décaissements, devise par devise et jour par jour, pour ne retenir que le solde. Dans notre cas, on a un encaissement de l'ordre de combien? De 100 000. Et on a un décaissement de l'ordre de combien? De 100 000. Alors, si on regroupe l'encaissement et le décaissement, la position de change sera de 0. Est-ce que le 4-3, je vais acheter ou je vais vendre des devises, ou je n'aurai aucun achat et aucune vente de devises? Aucun achat et aucun vente de devises. Je n'aurai aucun achat et aucune vente de devises. Je vais encaisser 100 000 et les 100 000 $, je vais les utiliser pour honorer mon engagement. Donc là, je n'aurai absolument pas de conversion de la monnaie nationale en monnaie internationale ou de la monnaie internationale en monnaie nationale. Et nous avons dit, on a un risque de change uniquement si on a une opération d'achat ou de vente de devises. Dans ce cas-là, on dit que la position de change, elle est fermée. Et bien sûr, lorsque la position de change est fermée, nous n'avons aucun risque de change. Donc, je répète, si l'entreprise n'achètera pas et si l'entreprise
ne vendra pas des devises à l'échéance, alors dans ce cas-là, il n'y aura aucun risque de change. Donc, le risque de change, il est lié à l'achat ou la vente de devises à l'échéance. Et pour savoir est-ce qu'on a besoin ou non de la couverture, dans une première étape, il faut calculer la position de change. Et la position de change, c'est un document qui permet de recenser l'intégralité des encaissements et des décaissements, devise par devise et jour par jour, pour ne retenir que le solde. Dans ce premier cas, notre position de change est fermée et le risque de change est inexistant. Passons à une autre date. Passons à une autre date. Mettons par exemple le 31 mars de l'année 2021. Et supposons que à cette date-là, nous avons un encaissement de l'ordre de 450 000 euros. Et la même date, nous avons un décaissement de 250 000 euros. Dans ce cas-là, est-ce que notre position de change est fermée? Non. Non, il n'est pas fermé. Il est comment? Il est ouverte. Il est ouverte. Donc là, quelle sera ma position de change dans ce cas-là? J'aurai une position de change qui sera de l'ordre de combien? 200 000 euros. 100 000 euros. Un encaissement ou un décaissement? Encaissement. Un encaissement. Dans ce cas-là, notre entreprise, à l'échéance, il va vendre ou il va acheter des devises? Il va vendre des devises. Il va vendre des devises. Quel est le montant de devises qu'il doit vendre? Est-ce qu'il doit vendre l'intégralité des 450 000 ou il va Non, vendre uniquement 200 000 euros? Juste 200 000 euros. Il va vendre juste les 200 000 euros. Donc, le risque de change, est-ce qu'il va porter sur les 450 000 ou sur les 250 000 ou uniquement sur les 200 000 euros? Les 200 000 euros. Les 200 000 euros. Porter Juste sur les 200 000 sur euros. les 200 000 euros. Donc, le risque de change, il porte uniquement sur la position de change. Alors, dans ce cas-là, on dit que notre position de change, il est ouverte. Et plus exactement, on dit que notre position de change, il est longue. Longue. On dit que la position de change est longue. Donc, position de change ouverte ou position de change qui est longue. Il s'agit du cas ou des cas des entreprises exportatrices ou des cas des entreprises qui exportent plus que ce qu'ils importent. Alors là, l'entreprise doit obligatoirement se couvrir contre le risque de change et la couverture dans ce cas-là doit porter sur une valeur de 200 000 euros. Je passe à un autre exemple. Prenons un troisième exemple. Mettons par exemple le 30 avril. Le 30 avril, l'entreprise doit encaisser 200 000 livres sterling. Il va encaisser 200 000 livres sterling. Alors, si je vais utiliser le... donc là, 200 000 livres sterling. Donc, en principe, la monnaie anglaise, c'est la livre sterling, c'est le pound. Donc, supposons qu'on va encaisser 200 000 livres sterling. Et le même jour, on va décaisser 500 000 euros. 500 000 euros.
là, donc le pound, GB, et nous avons ici 500 000 euros. Dites-moi, dans ce cas-là, à quoi est égale notre position de change? Je vous écoute. On doit tout d'abord convertir la monnaie en... Anglaise, la livre sterling, par exemple, en euros. Alors, une première réponse. Est-ce que je peux avoir d'autres réponses? Alors, je répète la définition de la position de change. C'est un document qui recense l'intégralité des encaissements et des décaissements devise par devise et jour par jour pour ne retenir que le solde. Alors, quelle est votre réponse à partir de cette définition et surtout à partir de la partie de la définition sur laquelle j'ai insisté? On va convertir la monnaie anglaise en devise. Absolument pas. Je ne peux pas C'est convertir. pas la même devise. Non. Je ne peux pas convertir. Et la raison principale, c'est que les tendances ou les évolutions peuvent être complètement différentes. Et partant de là, je ne peux en aucun cas convertir. Et je vous ai dit, c'est un document qui recense l'intégralité des encaissements et des décaissements devise par devise. Ça signifie quoi? Ça signifie que ici, j'ai combien de positions de change? J'ai deux positions de change. Chaque devise, on doit lui faire une position de change. Donc, pour chaque monnaie, chaque devise, j'aurai une position de change. Donc, j'aurai une position de change ouverte en livres sterling et j'aurai une position de change ouverte en euros. Il faut se couvrir contre cette position de change et contre celle-là. Donc, faites attention. Exprès, j'ai utilisé les deux monnaies pour vous pousser à bien faire attention à ce que vous avancez. Alors, je change l'exemple pour vous donner un exemple simple, mais faites attention. Lorsque vous avez deux devises, alors dans ce cas-là, vous avez combien de positions de change? Vous avez deux positions de change. Donc, supposons la chose suivante. Supposons que nous avons un encaissement de l'ordre de 200 000 livres sterling. Donc là, et en même temps, pour la même date, vous avez un décaissement de 500 000 livres sterling. Dans ce cas-là, quelle sera ma position de change? Donc là, moins 300. Moins 300. Moins 300 000. Moins 300 000. Un encaissement ou un décaissement? Un décaissement. Achat ou vente de devises? Achat de devise. Ma position de change dans ce cas-là, est-ce qu'il est fermé ou il est ouverte? Ouvert. De change, bien sûr, il est ouverte. Position de change ouverte. Et encore plus, on doit dire une position Courte. qui est Courte. Il s'agit de cas de quel type d'entreprise? Le cas des entreprises importatrices ou le cas des entreprises qui importent plus que ce qu'elles exportent. Alors là, je récapitule. Une entreprise n'aura besoin de se couvrir contre le risque de change que lorsque sa position de change est ouverte. Lorsque la position de change est fermée, l'entreprise n'aura pas besoin de se couvrir. Très bien. La position de change, nous l'avons bien définie
comme un document qui recense l'intégralité des encaissements et des décaissements, devise par devise, jour et jour, pour ne retenir que le solde. Ce qui va nous intéresser, c'est uniquement le solde. Si le solde est nul, le risque de change est inexistant. Si le solde est différent de zéro, dans ce cas-là, l'entreprise sera amenée à se couvrir contre le risque. Très bien. Nous continuons et je reviens maintenant au cours et plus exactement et rapidement au processus de couverture contre le risque de change. Alors, le processus de couverture contre le risque de change se présente de la manière suivante. Est-ce que vous avez bien le partage? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Alors, première étape, il est très clair, très simple. Il faut définir le besoin. Alors, comment on définit le besoin? C'est à travers le calcul de la position de change. J'ai deux scénarios possibles. Premier scénario possible, position de change fermée. Risque de change inexistant. Le processus s'arrête là. Je ne continue plus et je ne cherche plus les autres étapes. Maintenant, deuxième scénario possible, on calcule la position de change et on trouve que cette position de change est ouverte. Je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'évaluer l'exposition au risque. Alors, qu'est-ce qu'on entend par évaluer l'exposition au risque? On cherche à savoir est-ce que la monnaie fluctue suffisamment ou non. Et pour mesurer les fluctuations, qu'est-ce qu'on utilise? Donc, le concept, je crois, vous l'avez vu en gestion de portefeuille. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour mesurer les fluctuations du cours de change? Quel concept? La variance. La variance, mais plus exactement? L'écart type. L'écart type, très bien. On utilise l'écart type. Alors, quand est-ce que nous avons de fortes fluctuations? Si bien sûr l'écart type est très élevé. Alors, si encore vous le rapportez à la moyenne, alors là, et vous multipliez par 100, ça peut nous donner un pourcentage. Si par exemple, je trouve que l'écart type il est de 25%, ça signifie quoi? Ça signifie que la perte peut atteindre 25% en moyenne. Mais bien sûr, le gain peut aussi atteindre 25%. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout l'analyse en termes de perte. Si je calcule un écart type et je trouve que surtout lorsque vous utilisez, vous calculez les fluctuations après le calcul des variations des cours. Alors là, vous avez la variation des cours journalières, vous calculez en principe la moyenne. Alors là, si je calcule la moyenne de ces variations, ça va me donner une idée sur la perte que j'aurai à subir. Nous calculons, par exemple, l'écart type. On calcule notre écart type. On trouve, par exemple, qu'il est de l'ordre de 25% sur la base des variations journalières. Alors, qu'est-ce que ça signifie cela? Ça signifie que la perte moyenne peut atteindre 25%. 25% du chiffre d'affaires. Alors là, je calcule l'exposition au risque à travers l'écart type. Alors, j'ai deux scénarios possibles. Le premier scénario possible, c'est que cet écart type est très faible. Donc, le risque, dans ce cas, il est très faible et je n'ai pas besoin de me couvrir contre le risque de change. Deuxième scénario possible, c'est que les fluctuations sont fortes et dans ce cas-là, le risque de change, il est très élevé. Je prends deux exemples. Je calcule mes fluctuations. Je trouve qu'ils sont d'une moyenne de 25%, où l'écart type il est de l'ordre de 25%. Ça signifie que je peux perdre jusqu'à 25% de mon chiffre d'affaires. Deuxième scénario, je calcule mon écart type et je trouve qu'il n'est que de 1%. Qu'est-ce que ça signifie cela? La moyenne de la perte ou la perte moyenne
ou en moyenne, je perdrai uniquement 1%. Dans ce deuxième cas, je peux dire que je n'ai pas besoin de me couvrir contre le risque de change. Ce qui va me pousser à passer à la troisième étape. La troisième étape, fixer le niveau d'acceptation du risque. Supposons que j'accepte un niveau de 3%. Donc, j'accepte un risque de l'ordre de 3%. Si l'écart type est de 25%, j'ai intérêt à se couvrir, oui ou non, contre le risque? Oui. Oui, bien sûr. Maintenant, si l'écart type n'est que de 1%, est-ce que j'ai intérêt à me couvrir contre le risque? Non, Non. j'accepte le risque. Donc, j'accepte le niveau du risque. J'accepte, nous avons dit, on a fixé un niveau d'acceptation de risque de 3%. Donc, deux scénarios se présentent. Si le niveau du risque est inférieur à 3%, j'arrête la procédure. Maintenant, si l'écart type est supérieur au niveau d'acceptation de risque, par exemple, dans notre cas 3%, je passe à l'étape suivante. Je répète, dans une première étape, je définis les besoins en calculant la position de change. Si la position de change est fermée, j'arrête le processus. Si la position de change est ouverte, je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, j'évalue l'exposition au risque en calculant l'écart type. Si cet écart type est supérieur au niveau s'il est inférieur au niveau d'acceptation du risque, j'arrête le processus. S'il est supérieur au niveau d'acceptation de risque, je passe à l'étape suivante. Quelle est l'étape suivante? Monsieur, oui, je vous monsieur, écoute. j'ai une question. Allez-y. S'il vous plaît, quand l'écart type est égal à 3%, quel est le cas Alors là, durant l'acceptation du risque? Alors là, bien sûr, lorsque je fixe un seuil, donc lorsque je dis j'accepte un seuil de 3%, ça signifie que je ne ferai appel à la couverture que lorsque l'écart type est strictement supérieur à 3%. Donc à 3%, vous êtes toujours dans le seuil d'acceptation du risque. Maintenant, si le niveau des fluctuations est supérieur au seuil de niveau d'acceptation du risque, je passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le choix de l'instrument. Et pour l'instrument, nous avons divers types d'instruments. Nous avons le cas de la stratégie spéculative, j'y reviendrai par la suite. Nous avons le contrat à terme, nous avons les swaps et enfin nous avons les options. L'entreprise, je précisais d'ores et déjà, en fonction de ses anticipations, doit choisir un instrument de couverture contre le risque. Et partant de là, vous pouvez rapidement comprendre l'utilité du chapitre 3, l'anticipation ou la prévision des cours de change. C'est en fonction des anticipations ou en fonction des prévisions qu'on choisit la meilleure technique de couverture. Les instruments les plus connus, nous avons les swaps, les contrats à terme et les options. Comme on peut ajouter la stratégie spéculative et je vais donner plus de détails pour chacune de ces techniques dans la suite du cours. Maintenant, le processus ne s'arrête pas au niveau du choix de l'instrument. Une fois on choisit l'instrument, il faut le mettre en œuvre et il faut faire le suivi. Donc voilà grosso modo les étapes. Donc si je vous demande de me donner les étapes de la stratégie de couverture, donc là, et avec les détails nécessaires, donc vous allez mettre comme première étape définition des besoins. Il s'agit du calcul de la position de change. Deuxième étape, évaluer l'exposition au risque.
il s'agit dans ce cas-là de calculer l'écart type du cours de change utilisé. Dans la troisième étape, il faut comparer l'écart type avec le niveau d'acceptation du risque. Dans la quatrième étape, il faut choisir l'instrument. Et nous avons dit, on peut distinguer entre 4 types de techniques ou de méthodes: stratégie spéculative, swap, contrat à terme et option. Et le choix, généralement, il se fait selon la prévision ou les anticipations du cours de change. Dans une dernière étape, il faut mettre en œuvre la technique, mais il faut faire le suivi nécessaire. Alors, qu'est-ce que j'entends ici par faire le suivi nécessaire? Je peux choisir une technique, mais avant l'échéance, je peux la changer, je peux adopter une autre technique en fonction de l'évolution des cours de change. Donc, voilà grosso modo le processus. Et moi, je passerai directement à un premier exercice. Et attention, je vous signale que ce qui est le plus important pour moi dans ce chapitre-là, c'est surtout la composante technique. Vous aurez en principe 4 exercices et vous êtes amené à les assimiler. Le premier exercice, il va porter sur la notion de swap. Et encore plus sur la notion de swap de devise. Vous serez amené à prendre un maximum de notes. Il faut que tout soit clair. Donc, je répète, le reste du cours, je vais le faire sous forme d'exemple et sous forme d'exercice d'application. Et vous êtes amené à comprendre exactement l'objectif de chaque exemple d'application. Et je vais commencer par la notion de swap. Aujourd'hui, je m'intéresserai à la notion de swap de devise. Nous avons pratiquement 1 heure pour faire le premier exercice que vous avez devant vous. Vous pouvez le prendre en image pour qu'on puisse le discuter et pour qu'on puisse travailler sur ces données ensemble. Alors là, pour mieux vous expliquer cette notion de swap, je prendrai un autre concept. Il y a un concept classique, je crois que vous connaissez déjà. L'exemple, c'est l'exemple suivant. Supposons que nous avons 2 agents économiques. Nous avons un agent économique Nous avons 2 agents économiques, un agent économique A et un agent économique B. Donc ici, nous avons l'agent économique A. Et en même temps, nous avons un agent économique B. L'agent économique A produit le bien A. Il produit un bien A. Plutôt, je vais mettre, pour ne pas mettre la même chose, je vais mettre, il produit un bien X. Alors là, il produit le bien X, il consomme le bien X, il a un surplus en bien X et il a besoin d'un bien Y.
Donc, je répète. L'agent A produit le bien X, consomme le bien X, il a un surplus en bien X, mais il a besoin d'un bien Y. Maintenant, l'agent économique B. L'agent économique B, il produit le bien Y, il consomme le bien Y, il a un surplus en bien Y et il a besoin du bien X. Donc, les deux agents économiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce cas-là? Le troc. Ils peuvent faire le troc. Ils peuvent échanger. C'est ce qu'on appelle le troc. Donc, cette opération, donc là, on peut avoir un échange entre les deux. Et cet échange, on l'appelle, vous avez dit, on l'appelle comment? Le troc. On l'appelle le troc. Donc, échange, ils peuvent échanger. Et cet échange, on l'appelle comment? On l'appelle le troc. On est bien d'accord. C'est ce qu'on appelle le troc. Dites-moi, quelles sont les deux conditions principales pour qu'on puisse faire le troc? Il y a deux conditions principales. À la première condition, l'agent A, il dispose de X, il a besoin de quoi? De Y. Besoin de B, il dispose de Y, il a besoin de X. X. La première condition, c'est la complémentarité des besoins des échangistes. Je répète, la première condition pour faire le troc, c'est la complémentarité des besoins des échangistes. Maintenant, la deuxième raison, c'est qu'il faut obligatoirement que les biens qui doivent être échangés, il faut qu'ils aient la même... Supposons la chose suivante. Supposons que X nécessite 12 heures de travail. Il nécessite 12 heures de travail. Alors que Y ne nécessite que 3 heures du travail. Alors, quelle sera la base de l'échange dans ce cas-là? Quelle sera la base de l'échange dans ce cas-là? Qu'est-ce que nous aurons? Il faut échanger une unité de bien X contre combien d'unités de bien? 4 biens de Y. Unité de bien Y. On ne peut échanger que les biens qui ont la même valeur ou que les quantités de biens ayant la même valeur. Alors là, c'est le concept du troc. Et je vais utiliser ce concept du troc pour définir d'une manière générale qu'est-ce qu'on entend par la notion de swap. Alors, pour la notion de swap, je peux utiliser ce même schéma, mais je vous demande, vous, d'utiliser ou de tracer un autre schéma. Moi, je vais juste effacer les éléments qui ne m'intéressent pas. Donc là, je vais effacer la notion de troc. Je vais essayer de vous donner les autres éléments d'explication. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la notion de swap? J'ai deux agents économiques, un agent économique A et un agent économique B. Et je vous demande de bien vouloir me suivre dans mon analyse. L'agent économique A dispose d'une ressource X, une ressource financière X, où l'agent A peut disposer de la ressource financière X à des conditions avantageuses, mais il a besoin de la ressource financière Y, ou il a besoin du sous-jacent financier Y, ou il a besoin de l'actif financier Y, etc.
l'agent B dispose de la ressource Y ou de l'actif financier Y ou du produit financier Y ou du sous-jacent financier Y, ou bien la ressource, plutôt l'agent économique B peut disposer des conditions avantageuses de la ressource Y, mais il a besoin de la ressource X. Ces deux agents économiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce cas-là? Ils peuvent échanger. Et l'échange, dans ce cas-là, en finance, on l'appelle comment? On l'appelle une opération de swap. Donc là, je vous ai donné d'une manière très simplifiée qu'est-ce qu'on entend par l'opération de swap. Donc, ce n'est qu'une extension ou ce n'est qu'une application de la notion du troc en finance. L'agent A peut disposer de la ressource financière X à des conditions avantageuses alors qu'il a besoin de la ressource Y. Par contre, ici, l'agent B peut disposer de la ressource financière Y à des conditions avantageuses, mais il a besoin de la ressource X. Les deux agents économiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent échanger. Ou, dans notre cas, ils peuvent swapper. Je vais encore pousser davantage mon analyse et je peux changer juste les ressources pour mettre des devises. Et dans ce cas-là, je peux déjà passer à la notion de swap de devise ou à la notion de swap de change, tout en sachant que la notion de swap de devise elle est différente de la notion de swap de change. Alors là, supposons la chose suivante. Supposons que l'agent A dispose d'une somme en euros, ou il peut disposer d'une somme en euros à des conditions avantageuses, mais il a besoin des dollars. Mais il a besoin du dollar. Alors que l'agent économique B peut disposer à des conditions avantageuses des dollars, mais il a besoin de l'euro. Ces deux agents économiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent échanger ou ils peuvent swapper. C'est ce qu'on appelle une opération de swap de change ou une opération de swap de devise. Je reviendrai pour expliciter davantage quels sont les points de différence entre les swaps de change ou les swaps de devise. Mais avant tout cela, je reviens pour vous réexpliquer l'exemple. J'ai dit l'agent A peut disposer de l'euro à des conditions avantageuses, mais il a besoin des dollars. Alors que l'agent B, il peut disposer à des conditions avantageuses des dollars, mais il a besoin de l'euro. Ces deux agents économiques ont intérêt à échanger ou ces deux agents économiques ont intérêt à swapper. Ce qui nous donne la notion de l'opération de swap de change ou de l'opération de swap de devise. Alors, je reviens à mon cours et on va essayer de traiter maintenant ensemble l'exemple. Je vous demande de bien suivre avec moi, étape par étape et point par point. On commence l'exemple et à partir de maintenant, vous êtes censé être très concentré puisque vous n'avez que 4, au maximum 5 exercices. Il faut que vous les maîtrisez ensemble. Alors là, nous commençons par ce premier exemple d'application. Une entreprise française dont le siège est à Bordeaux doit emprunter 100 000 $ pour une période de 3 ans. Sa banque lui propose 7%, alors qu'il propose 8,50% pour les emprunts libellés en euros. Je m'arrête au niveau de
cette première partie des énoncés. Et là, je vais prendre un exemple simple. Si je prends la chaîne McDonald's, sans vouloir lui faire de publicité, il dispose des filiales au Maroc. Lorsque il aura à financer ses investissements au Maroc ou à financer son exploitation au Maroc, est-ce qu'il aura besoin des dirhams ou il aura besoin des dollars? Des dirhams. Des dirhams. Il aura besoin des dirhams. Donc là, la filiale de McDonald's au Maroc aura besoin d'un financement en dirhams. On est bien d'accord. Si je prends cet exemple que vous avez devant vous, une entreprise française dont le siège est à Bordeaux. Qu'est-ce qui se trouve à Bordeaux? Est-ce que c'est le siège ou est-ce que c'est la filiale? Le siège. C'est le siège qui se trouve à Bordeaux. Et cette entreprise française, il veut emprunter quelle somme? 100 000 dollars. 1000 dollars. Dans ce cas-là, il a besoin des dollars. Et puisqu'il a besoin des dollars, cette filiale, il se trouve dans une zone euro ou il se trouve dans une zone dollar? Dans une zone d'euro. Alors là, McDonald's se trouve sur le territoire national, sur une zone dirham, et il a besoin d'un financement en dirham. Cette entreprise qui a besoin de 100 000 dollars, est-ce qu'il se trouve dans une zone dollar ou dans une zone euro? Dans une zone de dollars. Dans une zone dollar. Puisqu'il a besoin de 100 000 dollars, donc il se trouve dans une zone dollar. Donc je peux prendre par exemple le cas d'une entreprise française ou d'une filiale française installée sur le territoire américain. La somme dont il a besoin, il est de quel montant? De 100 000 dollars. Si cette entreprise, cette filiale américaine, si cette filiale française installée sur le territoire américain emprunte directement en dollars, quel est le taux qu'elle doit payer? Quel est le taux qu'elle doit payer s'il emprunte directement en dollars? 7%. 7%. Maintenant, si cette filiale française emprunte en euros, quel est le montant, quel est le taux qu'elle doit payer? 8,50%. Très bien. Je considère que cette première partie des données est assimilée et maîtrisée. Je passe maintenant à la deuxième partie. Une entreprise américaine dont le siège est à Dallas doit emprunter pour la même durée de 3 ans la somme de 85 000 euros. Qu'est-ce qui se trouve à Dallas? Est-ce que c'est la filiale ou c'est l'entreprise mère? Le siège. Le siège. L'entreprise. L'entreprise mère. L'entreprise mère qui se trouve à Dallas. Alors, dans ce cas-là, cette entreprise, il a besoin de 85 000 euros. Qui a besoin de 85 000 euros? Est-ce que c'est la filiale ou c'est l'entreprise mère? La filiale. La filiale. Alors, la filiale, dans ce cas-là, est-ce qu'il est installé dans une zone euro ou il est installé dans une zone dollar? Euro. Dans une zone euro. Euro. Très bien. Il a besoin des dollars ou il a besoin de l'euro? Besoin de l'euro. Besoin de l'euro. S'il emprunte directement en euros, quel est le taux qu'il doit payer? 10%. 10%. Mais s'il emprunte en dollars, quel est le taux qu'il doit payer? 4,50. Très bien. J'ai combien d'entreprises dans notre cas? Deux entreprises. Entreprise. Américaines. Et j'ai la filiale américaine. Oui. J'ai la filiale française et j'ai la filiale américaine. J'ai combien de devises? 2 devises. 2 devises. Très bien. Alors là, si je voudrais
schématiser mes données. Alors, je vous demande de bien vouloir me suivre. La filiale française, il peut emprunter en euros à quel taux? 8,50%. 8,50. Et s'il veut emprunter en dollars, il va emprunter à quel taux? 7%. 7%. La filiale américaine, 10% en euros. s'il emprunte en euros, il va emprunter à combien? 10%. Et s'il veut emprunter en dollars, il va emprunter à combien? 4,50%. 4,50. Très bien. Alors là, si je m'intéresse à l'euro, uniquement à l'euro, quelle est l'entreprise qui peut emprunter à des conditions avantageuses? Est-ce que c'est la filiale française ou c'est la filiale américaine? La filiale française. Française. Donc, il peut emprunter à des conditions avantageuses en euros, mais il a besoin des dollars. Oui. Il a besoin de 100 000 dollars. Si je prends maintenant en dollars, quelle est l'entreprise qui peut emprunter à des conditions avantageuses en dollars? L'entreprise américaine. Américaine. Il peut emprunter à quel taux? 4,50. Mais il a besoin, Mais il a besoin de l'euro. il a besoin de 85 000 euros. Ce sont mes constats. Donc, vous écrivez constat, premier tiré. On va traiter l'application dans sa globalité. Et si vous avez un exercice sur l'opération de swap de devise, vous devrez répondre de la même façon. Donc, vous écrivez constat. Constat, 2 points à la ligne, premier tiré. La filiale française est installée dans quelle zone? Zone dollar ou zone euro? La filiale française. Zone dollar. La filiale française est installée dans une zone dollar. Point. Il peut emprunter à des conditions avantageuses en quelle monnaie? L'euro. Il peut emprunter à des conditions avantageuses en euros. Mais il a besoin de quoi? Il a besoin de dollars. Écrivez. Il peut emprunter à des conditions avantageuses en euros. Il peut emprunter à des conditions avantageuses en euros. Mais il a besoin des dollars. Mais il a besoin des dollars. Deuxième tiré. Deuxième tiré. La filiale américaine est installée dans quelle zone? Euro. La filiale américaine est installée dans une zone euro. Point. Il peut emprunter à des conditions avantageuses en quelle monnaie? Il peut emprunter à des conditions avantageuses en dollars. Donc, vous l'écrivez. Il peut emprunter à des conditions avantageuses en dollars, mais Mais il a besoin D'euros. de l'euro. Point à la ligne, un autre tiré. Donc, après les constats, constat 2 points, vous mettez les 2 tirés. Maintenant, conséquences. Conséquences. Au corollaire, nous avons dit les deux entreprises, ils auront intérêt à quoi? À swapper. Donc, vous mettez conséquences. Les deux entreprises ont intérêt à swapper. Donc, point à la ligne, un autre tiré, les objectifs de l'opération de swap. Alors là, je vais commencer par la filiale française. Il a besoin de quelle somme, la filiale française? 100 000 dollars. 1 000 dollars. Est-ce qu'il peut les emprunter directement sur le marché, oui ou non?
qu'il peut les emprunter directement sur le marché? Oui ou non? Oui, monsieur. Oui. S'il emprunte directement, quel sera le taux? 7%. 7%. Très bien. Qu'est-ce qu'on cherche? À maximiser ou à minimiser le coût du financement? À maximiser. Minimiser. Minimiser le coût. Minimiser le coût. Le coût ici, il est de l'ordre de combien? 8,50. Non, non, je vous ai dit 20. 7%. 7%. 7%. Alors là, quel sera l'objectif derrière l'opération de swap pour l'entreprise française? Minimiser le coût. Minimiser le coût de l'endettement. Minimiser le coût de financement. Donc, si je voudrais une phrase correcte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une phrase correcte? L'objectif de l'entreprise française est de... Et de minimiser le coût de Non, l'endettement. non, je voudrais la phrase complète. Et d'emprunter quelle somme? 100 000. 100 000 dollars. 100 000 100 000 dollars. à des conditions plus avantageuses. Qu'est-ce que je mettrais entre parenthèses pour les conditions plus avantageuses? Il faut que le taux final soit comment? Inférieur à 7%. 7%, exact. Donc, vous écrivez l'objectif de l'entreprise française est d'emprunter 100 000 dollars à des conditions plus avantageuses. À des conditions plus avantageuses. Entre parenthèses, taux, le taux il sera comment? Inférieur à 7%. Taux inférieur à 7%. Alors, j'attends à ce que vous me faites même analyse, mais cette fois-ci pour l'entreprise américaine. Allez, je vous écoute. Quel est l'objectif de l'entreprise américaine? Emprunter Emprunter 95 euros Mhm, à des conditions plus avantageuses. mhm. Le taux inférieur à 10%. Très bien. Donc, vous le notez. L'objectif de l'entreprise américaine est d'emprunter les 85 000 euros à des conditions plus avantageuses, à des conditions plus avantageuses, à des conditions plus avantageuses, entre parenthèses, taux inférieur à 10%. À des conditions avantageuses, taux inférieur à 10%. T inférieur à 10%. Très bien. Alors, dites-moi, que doit faire maintenant chacune de ces deux entreprises avant d'entrer dans l'opération de swap? Je vous signale que l'entreprise française ne dispose pas des fonds. Et la même chose, l'entreprise américaine ne dispose pas des fonds, ni en euros, ni en dollars. Alors, que doit faire l'entreprise française? Que doit faire l'entreprise? Swapper. Ils n'ont rien swappé. Swapper, ça signifie que je dispose déjà des fonds. Moi, je ne dispose de rien. Alors, l'entreprise française ne dispose de rien. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Monsieur, il doit emprunter 85 000 euros Très bien. avec un taux de 8,5%. 000 euros, exact. Et l'entreprise américaine, elle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Emprunter les 100 000 dollars. Emprunter 100 000 dollars. Très bien. Donc, vous écrivez avant l'opération de swap. 2 points. Avant l'opération de swap. 2 points. Avant l'opération de swap, 2 points. Premier tiré, l'entreprise française
emprunte quelle somme? 85 000 euros. À quel taux? 8,5%. Oui. Très bien. L'entreprise française emprunte 85 000 euros à un taux de 8,50%. À un taux de 8,50%. Deuxième tiré. Oui, je vous écoute. Je n'ai pas bien compris cette relation. Pourquoi l'entreprise emprunte 80... J'ai pas très bien, je n'arrive pas à vous écouter correctement, mais le principe, c'est le principe suivant. Nous avons dit, l'agent économique A peut disposer du dollar, ou bien dans notre cas de l'euro, à des conditions avantageuses. Mais il a besoin du dollar. Et l'entreprise ici américaine, il peut disposer à des conditions avantageuses du dollar, mais il a besoin de l'euro. Dans notre exemple, qui peut emprunter à des conditions avantageuses en euros? C'est l'entreprise française. Mais il a besoin du dollar. Alors que l'entreprise américaine, il peut emprunter à des conditions avantageuses en dollars, mais il a besoin de l'euro. Donc là, avant de swapper, l'entreprise française devrait avoir l'euro et l'entreprise américaine devrait avoir les dollars, et par la suite, ils peuvent swapper. Donc j'ai dit deuxième tiré, qu'est-ce que nous aurons comme deuxième tiré? L'entreprise américaine, qu'est-ce qu'il doit faire? Emprunte 100 000 dollars à un taux de 4,5%. Donc l'entreprise américaine emprunte 100 000 dollars. Emprunte 100 000 dollars à un cours de 4,50%. Je passe maintenant à l'opération de swap. L'opération de swap. Deux points, le premier tiré. Opération de swap, deux points, le premier tiré. Maintenant, l'entreprise française, qu'est-ce qu'elle a entre ses mains? L'euro. 85 000 euros. 85 000 euros. Est-ce qu'il a besoin de ces 85 000 euros? La réponse? Non. Non. Qu'est-ce qu'il doit faire avec cette somme? D'après l'entreprise. Donc là, le verbe exact, vous l'avez donné, il doit prêter cette somme à quelle entreprise? Américaine. Vous l'écrivez, s'il vous plaît. L'entreprise française prête les 85 000 euros à l'entreprise américaine au taux de 2 points. Quel est le taux avec lequel l'entreprise française a emprunté? 8,5. 9,25. 9,25. Avant de passer à 9,25. La question que j'ai posée, c'est la question suivante. Quel est le taux auquel l'entreprise française a emprunté les 85 euros? C'était 8,50. C'était 8,50. Maintenant, l'entreprise américaine, s'il veut emprunter directement en euros, il peut emprunter à 10%. D'accord? Maintenant, l'entreprise française, il a emprunté à 8,50. Lorsqu'il va prêter, est-ce qu'il va prêter un taux qui sera supérieur ou inférieur à 8,50? Supérieur. L'entreprise américaine, est-ce qu'il a intérêt à emprunter à un taux supérieur ou inférieur à 10%? Inférieur à 10%. Alors là, Monsieur, on calcule la moyenne. Exact. Si ils ont un même pouvoir de négociation, ils doivent se mettre d'accord sur la moyenne.
Et la moyenne dans notre cas, c'est 8,50 plus 10 divisé par 2, c'est-à-dire 9,25%. Donc 9,25% entre parenthèses, vous mettez 10 plus 8,50 divisé par 2. Question. L'entreprise française, est-ce qu'il est gagnante ou il est perdante? Monsieur gagnant. Gagnant. Il a emprunté à 8,50 et il a prêté à 9,25. L'entreprise américaine, est-ce qu'il est gagnante ou il est perdante? Gagnante. Gagnante. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'emprunter à 10%, À 10%, il a emprunté à 9,25%. 9,25%. donc les deux entreprises sont gagnantes. On est dans le win-win, gagnant-gagnant. À notre tiré, résultat de l'entreprise, pardon, avant le résultat. Donc, toujours deuxième tiré, donc ce n'est pas le résultat, ça va être le point suivant. Deuxième tiré, que doit faire l'entreprise américaine maintenant avec les 100 000 $ dont il dispose? Doit prêt à l'entreprise française. L'entreprise française. Donc, vous écrivez l'entreprise américaine prête à l'entreprise française les 100 000 $ à un taux de, faites les calculs, à un taux de, 5,75%. ça va être 4,50 plus 7 divisé par 2. Ça vous donne 5,75. au taux de 5,75%. L'entreprise américaine, dans ce cas-là, elle est gagnante ou elle est perdante? Gagnant. Gagnante. Pourquoi? Parce qu'il a emprunté à quel taux? À 4,50. Supérieur à... Il a prêté à 5,75. 75. Et l'entreprise française, est-ce qu'il est gagnante ou il est perdante? Il est gagnant. Gagnante. Pourquoi? Parce qu'il a emprunté à 75 au lieu de combien? de 7%. 7%. Donc, les deux entreprises sont gagnantes. Nous passons maintenant au résultat de l'une des entreprises et je vous laisserai le soin de faire les calculs pour l'autre entreprise. Donc là, on va s'intéresser au résultat de l'entreprise française. Mais attention, dans l'examen, faites attention. Il faut voir à quelle entreprise on s'intéresse. Est-ce que c'est à l'entreprise française ou à l'entreprise américaine? Parce que les résultats seront complètement différents. Donc, vous écrivez résultat de l'entreprise française. Vous allez prendre en même temps avec moi les résultats. Alors, je vais insérer un tableau, mais attention, le nombre de lignes, il n'est pas fixé pour moi au départ. On verra selon les circonstances. Alors, j'aurai un tableau. Je vais mettre au départ. Donc là, vous avez 0, 1, 2 et 3. Ensuite, je peux prendre d'autres éléments par la suite. On verra. Donc là, déjà au départ, ici, j'aurai le libellé. Donc, nous avons 0.
Alors là, la durée, quelle est la durée de l'opération? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Donc, j'ai 0, 1, 2 et 3. Donc là, avant l'opération de swap, avant swap, je précise que je m'intéresse à l'entreprise française, résultat de l'entreprise française. Dites-moi, avant l'opération de swap, que doit faire l'entreprise française? L'emprunter. En quelle monnaie? $. $. Vous lisez, s'il vous plaît. Vous lisez. Emprunter en euros. Emprunter en euros. Attention, je ne voudrais pas des contradictions. En euros. Et L'entreprise française va emprunter en euros. aucune contradiction. Tout a été écrit. Avant de répondre, prenez le temps de réfléchir. Donc là, il doit emprunter en euros. Emprunt en euros. Quelle somme? 85 000 euros. 85 000 euros. Un encaissement ou un décaissement à l'instant zéro? Encaissement. Un encaissement. C'est un encaissement. Quand est-ce qu'il va les rembourser? Dans 3 ans. 3 ans. Dans ce cas-là, nous aurons un encaissement ou un décaissement dans 3 ans? Décaissement. Pour simplifier les calculs, je vais mettre signe-moi. Donc là, attention ici, ce signe-moi, ce n'est pas tiré. Donc, moins 85 000 euros. Je ne sais pas, je n'arrive pas à voir. Alors là, est-ce que je peux... Bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai moins 85 000 euros. Moins 85 000 euros. Mais bien sûr, que doit payer notre entreprise? Que doit payer notre entreprise suite à l'emprunt? Les intérêts. Des intérêts. Des intérêts. En quelle monnaie? En euros. En euros. Il a emprunté à quel taux? Voilà. Vous ne voudrez pas... 8,50%. Alors, faites-moi les calculs. 85 000 multiplié par 8,50%. Monsieur, 7225. 7225. Un encaissement ou un décaissement? Un encaissement ou un décaissement? Décaissement. Le remboursement sera commencé à l'instant 0 ou à l'instant 1? À l'instant 1. À l'instant 1. Moins 7225. Plutôt 3 fois. Donc là, j'ai dit, prenez en même temps avec moi tous les résultats. Très bien. Donc là, j'ai oublié de mentionner la monnaie pour l'unité monétaire. Donc, euro, euro et la même chose ici, euro. Nous passons maintenant à l'opération de swap. Alors, pour l'opération de swap, les entreprises, ils doivent échanger au départ le principal. Donc là, je vais mettre échange des principaux. Échange des principaux. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à voir correctement? C'est bon? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur, c'est bon.
Oui, monsieur. Mieux encore comme ça. Oui, c'est mieux. Oui, Alors, monsieur. échange des principaux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par échange des principaux? L'entreprise française, il a emprunté les 85 000 euros. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces 85 000 euros? Il doit les Il prêter. va les prêter à l'entreprise américaine. Là, ici, j'aurai prêt. En quelle monnaie? En euros. En euros. Donc, j'aurai un prêt en euros. J'aurai un prêt en euros. Est-ce qu'il s'agit d'un encaissement ou d'un décaissement? D'un décaissement. Décaissement. Mettre moins 85 000 euros. Pour combien d'années? Il a prêté cette somme pour combien d'années? 3 ans. 3 ans. Donc là, il va récupérer la somme quand est-ce que? Dans le troisième année. 5 000, il va recevoir la somme dans 3 ans, 85 000 euros. Très bien. En contrepartie, qu'est-ce qu'il va recevoir auprès de l'entreprise américaine? Un coût. Des intérêts. Les intérêts. On verra ça. Ici, je ne change que les principaux. L'emprunt en dollars. Il va emprunter L'euro. auprès de Le l'entreprise. dollar. Le dollar. $100. Pour quelle somme? 100 100 000. 100 000. 100 000 dollars. C'est un encaissement ou c'est un décaissement au départ? Encaissement. Un encaissement. Un encaissement de 100 000 USD. Et quand est-ce qu'il doit les rembourser? À la troisième année. La troisième année. Et dans ce cas-là, est-ce que nous aurons un encaissement ou un décaissement? Un Décaissement. de 100 000 USD. 100 000 USD. Très bien. Mais est-ce qu'ils doivent uniquement échanger des principaux ou ils doivent aussi échanger les intérêts? changer des Échanger les intérêts. Et ils doivent aussi échanger les intérêts dans le cadre de l'opération de swap. Donc, on aura échange d'intérêts. Échange d'intérêts. Échange d'intérêts. Très bien. Donc là, on aura aussi échange d'intérêts. Alors là, nous aurons des intérêts en euros. Les intérêts en euros. L'entreprise française, elle doit les recevoir ou elle doit les verser? Les intérêts en euros. Je Les parle verser. de l'opération de swap. Alors, je répète, on ne parle ici que de l'opération de swap. C'est-à-dire ici, il doit verser ou il doit prêter à l'entreprise américaine 85 000 euros. Et évidemment, il doit recevoir des intérêts en euros. Avec quel taux nous avons dit? 9,25%. 9,25. Donc, faites les calculs. Donc, j'aurai 85 000 multiplié par 9,25. 7862,50. Très bien, 7862,50. Ce que vous avez dit, il est correct. Donc, 2 chiffres après la virgule. 7862,50, bien sûr, euros. Comment on a fait pour trouver les 7862,50? Pardon. 85 000 fois 9,25. CTRL X. Donc là, il fallait faire la remarque. Il ne recevra les intérêts qu'après. Première année, la deuxième. Voilà. Il ne recevra les intérêts qu'à la fin de la première année. Donc là, CTRL V. On a dit comment on a fait pour trouver les 7862,50. C'est 85 000 euros multipliés par 9,25%. 9,25. Et c'est pour les 3 années. Pour les 3 années. CTRL V, ici la même chose. Maintenant,
il va recevoir des intérêts en euros, mais il doit verser des intérêts en quelle monnaie? En dollars. En dollars. En dollars. USD. Des intérêts en dollars, en USD. Sur quel montant? Sur 100 000. Avec quel taux? 5,75%. Ah, bon, c'est simple. Dans ce cas-là, le montant des intérêts sera de l'ordre de combien? 5750. 5750. Pour combien d'années? 3 années. 3 ans. Monsieur, les signes moins. Alors, les signes, très bien. Très bien. Donc, ici, on aura un signe moins. Il doit verser. Donc là, la même chose. J'aurai... Je vais... Très bien. Donc là, nous avons l'échange des intérêts entre les deux entreprises. Je passe maintenant au résultat. Monsieur, Oui. monsieur, l'intérêt en dollars, c'est 5950. Non. Alors, vous lisez s'il vous Non, plaît. monsieur. Non, monsieur, c'est correct. C'est correct. 750. Alors là, je précise l'entreprise, le tiret que nous avons au niveau de l'opération de swap. L'entreprise américaine ou l'entreprise française, plutôt l'entreprise américaine prête à l'entreprise française 100 000 $ au taux de 5,75%. Et comment on a fait pour trouver les 5,75%? C'est 4,5 plus 7 divisé par 2. Donc, résultat. C'est correct. Résultat. Alors, les résultats. Je vais commencer par la première période. On encaisse 85 000 €. Il décaisse 85 000 €. Donc, ça me donne 0. Qu'est-ce qui va me rester? 100 000 $. 100 000 $. 100 000 $. Et c'est quoi les 100 000 $? C'est la somme dont l'entreprise, dont la filiale française a effectivement besoin. Donc, qu'est-ce que ça signifie ce résultat-là? Ça signifie que, bien sûr, l'entreprise a pu s'assurer d'un financement de 100 000 $. Très bien. Passons maintenant aux intérêts. Passons aux intérêts. L'entreprise française reçoit 7 862,50 et il doit verser 7 225 €. Donc, il va réaliser un gain. De quel montant? 7 862,50 plus 7 5 000. 637,50 €. 7,50 €. Mais n'oublions pas qu'en même temps, il doit verser quelle somme? Il doit verser 7 Moins 5 750. Bien sûr, USD. Et pour la deuxième période, on aura la même chose. Rien de changé. Et voyons maintenant pour la troisième période. Alors, voyons qu'est-ce qui va s'annuler. Je vais commencer par moins 85 000 € plus 85 000 €. Donc, ça me donne 0. On est bien d'accord? Oui. Ça me donne 0. Et malheureusement, ici, en principe, la logique, vous voulez la chose suivante. Vous corrigez, s'il vous plaît. La logique voudrait la chose suivante. Vous voudrez que je commence par moins 5 750. C'est la base. Puisque ici, on a emprunté en dollars. Donc là, on devrait subir des intérêts en dollars. J'aurai la même chose de l'autre côté. Maintenant, voyons la dernière année, j'ai dit. Moins 85 000
et plus 85 000 euros, ça s'annule. Moins 100 000 USD et moins 5 750 USD, ça doit me donner le remboursement du principal et des intérêts de la dernière période. Donc, ça va me donner moins 105 750 USD. Donc, je répète, je rembourse le principal, moins 100 000, et je rembourse les intérêts, moins 5 750. Ça me donne moins 105 750. Les 85 000 euros de signe moins et les 85 000 euros de signe plus ont disparu. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 7 862,50 euros d'encaissement et 7 225 euros de décaissement. Donc, résultat, j'aurai un encaissement de 637,50 euros. Notre entreprise, la filiale française, il est installé dans quelle zone? Dans la zone... il est installé dans quelle zone? Dans une zone dollar ou dans une zone euro? Zone dollar. Ta comptabilité, la comptabilité de la filiale, si en zone euro ou en zone dollar? Plutôt c'est... En zone dollar. En dollar. Si en euros ou bien en dollars, la comptabilité. En euros ou bien en dollars? En dollar. Dollars. Bien sûr, la rentabilité, la même chose, c'est en dollars. Donc là, on aura bien aimé avoir les résultats en dollars. Résultats en USD. C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc ici, au niveau de la première année, l'interprétation, il est clair et il est simple. Donc, quelle est son interprétation? Quelle est l'interprétation de ce premier résultat? Encaissement ou décaissement? 100 000 $. Encaissement. En décaissement. C'est un encaissement. Et quelle est sa signification? L'entreprise française s'est assurée d'un financement de 100 000 $. Très bien. Maintenant, pour le résultat en dollars. Ici, vous avez combien de résultats? Vous avez deux résultats, en dollars et en euros. En dollars et en euros. Nous, on veut que le résultat soit uniquement en dollars. Donc, il faut transformer ou il faut convertir l'euro en dollars. Convertir l'euro en dollars. Pour ce faire, nous avons besoin d'un cours de change. Alors, comment on va calculer ce cours de change? Quelle est la deuxième condition pour qu'on puisse faire le troc? Avoir même valeur. Même valeur. Ici, la même chose. Les deux entreprises ne peuvent pas échanger des montants qui n'ont pas la même valeur. Qu'est-ce que ça signifie cela? Ça signifie que 85 000 euros, 85 000 euros est égal à quoi? 85 000. Ils ne peuvent pas échanger deux montants qui sont différents. Donc, 85 000 euros est égal à combien? 100 000 $. 100 000 dollars. Dollars. 85 000 euros est égal à 100 000 USD. Dollars. Qu'est-ce que je peux trouver à partir de cela? La valeur de l'euro. Le coût de change. Le dollar. Attention, toujours c'est l'euro en fonction de dollars. Ça, je l'avais déjà précisé auparavant. Je vous ai dit que c'est toujours l'euro en fonction du dollar. Donc là, quelle sera la valeur de l'euro en fonction du dollar? 100 000 divisé par 85 000 euros. Alors, faites les calculs. Mais c'est 1,17. Alors, 4 chiffres après la virgule, je l'ai déjà précisé. 1,1764 USD. Alors maintenant, rapidement, dites-moi quelle est la valeur de 637,50 euros en dollars. 749,99. C'est-à-dire 750. 750. Alors, vous aurez moins 5750 plus 750. Ça va vous donner combien? 5 000. Moins 5 000. 5 000 $. Moins 5 000 USD.
Ici, j'aurai la même chose, moins 5000 USD. Ici, bien sûr, qu'est-ce que j'aurai? Moins combien? 105 000 USD. Ça signifie que je vais verser les 100 000. En plus de cela, je vais verser 5 000 d'intérêt. Maintenant, j'arrive au résultat final. Résultat final, l'entreprise française s'est assurée d'un financement de 100 000 USD avec des intérêts de l'ordre de 5 000 USD. Si je vous demande de me calculer le taux d'intérêt, vous le mettez en bas. Taux d'intérêt, taux final, il sera égal à combien? 5000 divisé par 5000 divisé par 100 000 multiplié par 100. Ça m'a donné ça va vous donner combien? 5%. Ça va vous donner combien? Donc, 5%. Égal à 5%. C'est le taux final, c'est 5%. Donc, notre entreprise, il est gagnante ou il est perdante? Il est gagnant. Il est gagnante. Il s'est assuré d'un financement de 100 000 $ avec uniquement un taux de 5%. Maintenant, si je m'intéresse au risque de change, et ça, je vais le faire en 1 minute, voire 2 minutes maximum. Alors, si je m'intéresse au risque de change, cette entreprise, elle est installée dans quelle zone? Zone franc, zone dollar ou zone euro? Américaine. Zone dollar. Elle est installée dans une zone dollar. Quelle est la devise dans ce cas-là? C'est l'euro ou c'est le dollar? Le dollar. C'est le dollar. Voilà. Alors, pour mieux comprendre, McDonald's installé au Maroc. Ses opérations, c'est en euros, c'est en dirhams. On dira. Quelle sera la devise pour McDonald's Maroc? C'est l'euro ou le dirham? La devise. L'euro. Donc, la même chose. Cette entreprise, elle est installée dans une zone dollar. Quelle sera la devise pour elle? L'euro. Alors là, si on veut calculer la position de change en euros, là, je vais prendre juste un seul cas. Et ça va de soi pour la suite. Donc ici, pour la première année, à l'instant 0, ce n'est pas intéressant, ça ne nous intéresse pas. Mais à l'instant, d'ailleurs, il n'y a pas de... donc là, moins 85 000 € plus 85 000 €, ça nous a donné 0. Donc, position de change fermée. Maintenant, si je prends la deuxième année, plutôt le début de la deuxième année ou la fin de la première année. Alors, en euros, quel est l'encaissement qu'on aura? En euros, je cherche la position de change. En euros, l'encaissement, nous aurons 7862,50. Et nous aurons un décaissement de moins 7200. 7225 €. Alors, quelle est la position de change? Vous l'avez dit. 637,50 €. Est-ce qu'il est ouverte ou il est fermé? Ouvert. Est-ce qu'il est courte ou il est Long. Maintenant, si je vous dis l'importance de cette position de change, il est de 637,50 € pour une somme totale de 85 000 €. Si je vous demande de me calculer 1% de 85 000 €, 1%. 850. 850. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est la position de change. Il est de combien? De 637,50 €. C'est-à-dire qu'il est même inférieur à 1%. Donc, qu'est-ce que je peux dire à propos de la position de change? Il est quasi fermé. Il est presque de 0. Quasi fermé. Inférieur à 1%. Et le risque de change, il est comment? Il est quasi inexistant. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'entreprise française, elle a réalisé 3 objectifs. Il a eu un financement de 100 000 $. Deuxième objectif, à des conditions avantageuses. 5% au lieu de combien? Au lieu de 7%. Et en même temps, son risque de change, il est quasi inexistant. Pourquoi? Parce que la position de change, il est quasi fermée. Donc, vous écrivez tout cela. Résultat final, l'entreprise française s'est assurée d'un financement de 100 000 $
l'entreprise française s'est assurée d'un financement de 100 000 dollars à des conditions plus avantageuses, entre parenthèses, quel est le taux 5%. au lieu de 7%. Donc, vous écrivez 5% au lieu de 7%. Bien sûr, c'est très important. Un écart de 2 points, c'est énorme. 5% au lieu de 7%. Point. La position de change est quasi fermée. La position de change est quasi fermée. Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos du risque de change? Inexistant. Quasi inexistant. Quasi Et le risque de change est quasi inexistant. Je vous remercie et à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci.